Bienvenue dans l'Atelier des leaders, le podcast qui décrypte les transformations concrètes du management. Je suis Fabienne Broucaret, rédactrice en chef de Courrier Cadre, et chaque mois, je reçois un professeur de l'exécutif MBA de l'EM Lyon en duo avec un manager en formation. L'Atelier des leaders, le podcast de l'exécutif MBA de l'EM Lyon Business School. Pour ce premier épisode, on s'attaque à un sujet impossible à éviter, l'intelligence artificielle dans le quotidien des managers. Pourquoi il ne faut pas rater le train, ce que l'IA change vraiment, pas en théorie mais dans la vraie vie, et surtout comment y faire face sans renoncer à son esprit critique. Pour en parler, Benjamin Ewenzik, qui accompagne depuis plus de 10 ans des organisations dans la mise en place de programmes d'innovation interne. Professeur à l'EM Lyon, il enseigne notamment l'entrepreneuriat et l'IA en intégrant design thinking et enjeux de durabilité. À ses côtés, Mathias Abel, professionnel du digital. Son exécutif MBA à l'EM Lyon a marqué un véritable déclic dans son usage de l'IA générative, au point de consacrer son mémoire à une question clé, le rôle du manager dans des équipes hybrides composées d'humains et d'agents IA. Alors comment devenir un manager augmenté sans perdre le contrôle ? C'est parti. Bonjour Benjamin. Bonjour Fabienne. Bonjour Mathias. Bonjour Fabienne. Je vais commencer avec vous Benjamin. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui que les managers ne ratent pas le train de l'IA ? Alors c'est une question intéressante. Je vais faire un parallèle assez simple avec celui de l'émergence du web. Concrètement, si on se projette 30 ans en arrière, quel type de manager est-ce que vous auriez voulu être ? Celui qui aide son entreprise à prendre le train et à avancer dans la bonne direction, concrètement, en commençant à réfléchir les potentiels, sans forcément se précipiter non plus pour prendre les mauvaises décisions. Aujourd'hui, pour moi, on est exactement dans une situation comparable avec ce qui est en train de se passer dans le domaine de l'IA. Donc, il faut développer des compétences, il faut comprendre ce qui est en train de se passer, etc., etc. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais voilà. Pourquoi est-ce que pour moi, c'est un sujet critique pour les managers ? Alors Mathias, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes tombé dans le bain de l'IA avec l'exécutif MBA de l'EM Lyon. En quoi il y a eu un avant et un après pour vous ? Avant l'exécutif MBA, j'étais un utilisateur très irrégulier, entre guillemets, de la Gen AI, que je distingue vraiment du reste de l'AI, sans trop savoir comment l'utiliser finalement. Et lors de certains cours de l'exécutif MBA, notamment autour du design thinking, on a eu l'occasion de mettre en place, de revoir un petit peu les process existants et d'ajouter de l'AI pour enrichir justement le travail de recherche, le travail de créativité. Et ça nous a permis de voir effectivement que toute la force de la Gen AI là-dessus. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait vraiment creuser le sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai du mal à m'en passer, on va dire. Concrètement, quel gain vous voyez aujourd'hui pour les managers ? Qu'est-ce que ça peut changer positivement dans leur quotidien ? Ça dépend énormément de la tâche qu'on cherche à déléguer. Et alors, je pense d'ailleurs même que le terme de délégation est pas le bon. En fait, concrètement, je pense qu'une bonne métaphore aussi à avoir en tête, c'est celle du stagiaire. Aujourd'hui, grâce à l'IA, vous êtes en capacité, avec les IA les plus puissantes, les plus intelligentes, pareil, je pense qu'on viendra là-dessus, mais de commencer à avoir des assistants qui vont vous permettre de faire un travail, je dirais, plutôt préliminaire, sur énormément de tâches de réflexion. Donc évidemment, en général, plutôt, comme le rappelait Mathias, parce qu'on parle de Gen AI, plutôt en partant de texte, mais aussi maintenant d'images, de vidéos, de sons. Donc ça va être des tâches effectivement d'analyse, de réflexion, de pré-traitement. Et ce qui devient assez fascinant, c'est quand on commence à intégrer notamment de la méthodologie dans tout ça, ça vient en fait même potentiellement bridger un gap. Concrètement, je suis manager, mais je suis pas expert en développement durable, par exemple. Je vais pouvoir demander à l'IA de se comporter, de simuler le comportement d'un expert sur ce sujet, par exemple, et de venir apporter un éclairage différent sur ce que je fais déjà. Donc, vous voyez en fait qu'on a effectivement, je dirais, des gains de productivité un peu classiques, ceux auxquels on pense immédiatement, qui sont je vais demander à l'IA de traduire un texte à ma place. Et encore, il faut quand même que je le vérifie derrière. Mais on va pouvoir aussi aller chercher des nouveaux usages, et c'est là où ça devient assez fascinant. Je rebondirais effectivement là-dessus, en mettant en parallèle, parfois même en opposition, de notions qui sont l'automatisation. Donc l'IA permet d'accélérer certaines tâches, certains process, et l'augmentation. L'AI va permettre effectivement d'être plus créatif, d'aller chercher des nouvelles solutions, des nouvelles idées, la notion d'idéation. Et toute la difficulté ou la chance du manager, ça va être effectivement de comment j'organise tout ça pour améliorer finalement la productivité de mon équipe,
la façon dont mon équipe travaille, la façon dont mon équipe performe. Et c'est, pour moi, c'est effectivement toute la dimension d'arbitrage, finalement, entre cette automatisation et cette augmentation. Ce que je trouve intéressant dans vos propos, c'est qu'on réduit souvent l'utilisation de l'IA à un gain de temps. Or, c'est beaucoup plus que ça, du coup. Oui, et je pense que de toute façon, le gain de temps en tant que tel est d'ailleurs à prendre avec vraiment beaucoup de recul. Une règle au doigt mouillé que j'aime bien, c'est celle de 30-30-30. C'est 30% qui va être très qualitatif, encore une fois, avec les bons modèles, les bonnes IA. 30% qui va être évidemment à revoir, à retravailler, et 30% qui est pas OK. Mais encore une fois, il faut comprendre qu'on est dans une étape de transition. Je reprends ma métaphore de l'émergence du web. C'est-à-dire que ça aurait été un peu absurde d'imaginer il y a 30 ans d'obtenir les gains qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, dans les entreprises, tout le monde travaille en SaaS sur l'essentiel des sujets. Il y a 30 ans, c'était évidemment pas le cas. Donc là, en fait, on est à, entre guillemets, en plus 3 de l'ère post-chat GPT. Voilà, tout est en train de se construire. En revanche, il y a énormément de changements de paradigme qui sont en train de poindre le bout de leur nez. Encore une fois, il faut pas rater le train. Je suis tout à fait d'accord avec Benjamin. Le champ des possibles est immense. C'est extrêmement vaste et on voit des outils, des nouveaux outils apparaître chaque jour. Et donc, le champ des applications s'élargit également. Par rapport à ça, effectivement, il y a toujours un petit peu cette difficulté de tester, d'aller plus loin, d'essayer de comprendre. Et pour moi, effectivement, c'est l'un des enjeux à mettre en place, à définir pas dans les prochains mois, parce que on est encore une fois en phase de test. Et donc, ce qu'on utilise aujourd'hui, dans même 6 mois, 1 an, on se dira, bah oui, on était vraiment au Moyen-Âge, entre guillemets, de la GenAI. Est-ce que ça redéfinit déjà, selon vous, le rôle des managers au quotidien ? Alors, je pense qu'à minima, ça ajoute des nouvelles tâches et des nouvelles réflexions qui, pour moi, sont à anticiper, parce que encore une fois, ça dépend évidemment des industries, mais en fonction de l'industrie, les gens que vous managez vont être plus ou moins lourdement impactés à plus ou moins court terme. On a déjà des domaines où effectivement, on a des tâches qui sont délégables encore une fois, un terme à prendre avec du recul, mais on sait aussi qu'il va y avoir potentiellement, comme n'importe quel shift technologique, des métiers qui vont soit évoluer, soit disparaître. Donc, en fonction de votre industrie, effectivement, anticiper. Il y a aussi beaucoup de craintes qu'on voit. Moi, c'est vrai que lors d'une intervention il y a encore quelques mois, j'avais un sujet sur lequel je voulais effectivement dérouler, on va dire, de la matière, et finalement j'ai été gentiment interrompu, mais en fait avec beaucoup de questions très en amont, vraiment de réflexion sur ces sujets. Et je pense que c'est le rôle du manager aussi que d'être en capacité, non pas d'avoir toutes les réponses, parce que ce serait illusoire, le sujet est trop récent et les gens sont pas encore formés, mais à réfléchir avec les équipes et à créer ce cadre de discussion pour voir comment les choses peuvent être pensées. Je rejoins Benjamin effectivement sur le besoin de compréhension, et j'ajouterais 2 notions, la surconfiance et la sous-confiance. C'est-à-dire que la GenAI nous donne souvent l'impression que tout est très facile, tout est très simple. Et donc, parfois, les personnes vont avoir tendance à croire que la réponse est la bonne, ce qui n'est pas forcément le cas. Et à l'inverse, vous avez des populations qui vont être beaucoup moins à l'aise avec ces nouvelles technologies, qui vont avoir peur de prendre en main ces outils. Donc, c'est indispensable, effectivement, pour moi, de former les équipes, de les accompagner. Aussi bien de créer des champions dans les entreprises qui vont permettre effectivement de partager le savoir au reste des employés, mais également d'accompagner les moins savants, les moins sachants. Et c'est ce que fait très bien effectivement Schneider Electric, que j'ai pu interviewer dernièrement, où 99% des 140 000 collaborateurs ont eu la possibilité d'avoir une formation, ne serait-ce que de 30 minutes sur qu'est-ce que l'AI pour Schneider Electric, comment c'est utilisé, etc. Donc ça, c'est les prérequis qui pour moi sont indispensables effectivement pour l'entreprise, pour le manager, l'accompagnement des équipes pour qu'elles puissent comprendre les limites, le potentiel et le mettre en place ensuite. Et puis c'est une bonne pratique aussi pour éviter qu'il y ait un gap un peu trop important qui s'installe justement entre les champions de l'IA et les autres. Et ces formations, on va dire au minimum de tout le monde, permettent un socle commun. Tout à fait. Pour moi, en tant que manager, encore une fois, vous devez vous former, vous devez mettre les mains dans le cambouis, vous devez tester. La difficulté, c'est comme on l'a évoqué précédemment, les modèles, les outils évoluent très vite. Donc faut tester et puis retester et puis encore retester. Ça veut dire que c'est un apprentissage sans fin. Alors pour certains, ça fait peur. Pour d'autres, comme moi, c'est génial. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand nous on se forme, il faut aussi former ses équipes. Il faut aussi former le top management
Je pense que c'est indispensable d'avoir en tête que l'implémentation de l'IA et notamment de la GenAI, ça passe aussi par le top management. C'est une étude d'Harvard, je crois, qui présentait que le premier élément, le premier facteur finalement de réussite de la mise en place des projets AI, c'était l'implication du top management et du CEO notamment. Donc si votre top management confie ça uniquement à l'IT, et j'ai des amis DSI qui seront pas très contents de cette réponse, ça marchera sans doute pas. Il faut une application globale parce qu'effectivement, l'implémentation de l'AI, elle touche pas uniquement l'IT et les utilisateurs finaux. Ça, vous devez revoir beaucoup plus de choses, notamment les process, etc. Pour que ça marche, Benjamin, il y a IA et IA aussi, c'est-à-dire qu'on parle de l'IA de manière globale, mais il y a plein d'outils et puis il y a plein de manières d'utiliser aussi ces outils. Tout à fait. Alors, donc déjà, on va rester dans le domaine de l'IA générative, de la GenAI. Concrètement, il faut être conscient que donner de l'IA à ses collaborateurs, en fonction de l'IA, ça va avoir des résultats extrêmement différents. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe le plus souvent? C'est que les entreprises sont très souvent équipées de la suite Microsoft. Or, dans Microsoft, il y a Copilot. Il y a notamment une version gratuite de Copilot qui est fournie avec. Et donc, on se dit, c'est bon, j'ai coché la case de l'IA. Sauf que, déjà, les modèles évoluent à une vitesse extraordinaire. Donc, sur les 3 dernières années, on a eu des gaps, en fait, de génération. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste un gap technologique au sens de l'outil est en version X maintenant, après version X plus 1, 6 mois après, soit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la capacité de raisonnement, ou plutôt à simuler un raisonnement, bref, à travailler sur des tâches cognitives, devient de plus en plus avancée. Mais ça veut dire aussi que, les modèles, entre guillemets, en tout cas dans les packages gratuits, donc je reviens à Copilot, ce modèle-là n'est absolument pas aux mêmes capacités de raisonnement que d'autres modèles que vous allez avoir, même effectivement avec Microsoft en version payante, ou bien ce qu'on trouve dans les modèles de dernière génération sur ChatGPT ou sur Gemini, qui évidemment a encore sorti des mises à jour récemment qui ont fait grand bruit. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, le premier élément vraiment à comprendre sur les outils. Maintenant, pour revenir aussi et faire le lien avec ce que Mathias disait, c'est que quand on va repenser en fait ou penser les nouveaux usages possibles grâce à l'IA, encore une fois, il faut avoir le bon outil, pour la bonne tâche ou le bon process. Et je fais vraiment la séparation entre les deux, puisque en fonction de la puissance de l'outil, on n'a pas forcément besoin du plus gros cerveau entre guillemets numérique du monde. Peut-être qu'un plus petit cerveau suffira, et c'est plus écologique et c'est plus rapide et surtout ça coûte moins cher. Et à l'inverse, avoir pour certaines tâches le mauvais modèle, c'est juste absurde parce qu'on va avoir un effet extrêmement déceptif d'une tâche qui donne l'impression d'être faite, mais qu'en fait il faut passer 10, 20, 30 minutes ou beaucoup plus pour vérifier la qualité du résultat. Bref, on est en fait sur quelque chose de complètement contradictoire. Donc, faut vraiment faire les choses dans l'ordre. Ça sert à rien d'essayer de courir avant de savoir marcher. Mathias, Benjamin parlait de la qualité du résultat. Alors, on a un mot qu'on utilise de plus en plus, c'est le work slop. C'est un petit peu des livrables qui sont bien écrits, mais qui, si on les lit bien, sont quand même assez creux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de nivellement par le bas avec l'IA et comment le manager peut essayer d'y remédier? Alors, je pense que le work slop, vous l'avez tous déjà croisé soit dans votre vie professionnelle ou soit dans votre vie personnelle. Tous ces contenus générés facilement sur des Instagram, YouTube, etc. Mais c'est un peu la même chose dans le monde de l'entreprise où vous retrouvez, encore une fois, l'interface d'un ChatGPT est tellement simple qu'on pose une question, on a l'impression d'avoir une réponse ultra brillante. On peut faire des slides automatiquement et donc on peut envoyer ça à notre N+1, voire notre N+2 en se disant que le travail est vraiment intéressant. Souvent, c'est un peu creux. Souvent, c'est des jolis mots assemblés les uns avec les autres et quand on creuse, on se rend compte que finalement, c'est pas si bien que ça. Et le problème, c'est que ça a un coût. Ça veut dire que la personne qui reçoit ce work slop doit le retravailler, donc perdre du temps. Et ça érode également la confiance. C'est-à-dire que si votre N-1, votre stagiaire vous pond des documents de mauvaise qualité, au bout d'un moment, on a un peu moins confiance. Donc ça pose effectivement des questions. Et en fait, le biais cognitif qu'on a, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle la sycophancie, ou la flagornerie, pour utiliser un terme un peu plus français, c'est que votre outil de GenAI va toujours aller dans votre sens. Donc, ça va vous conforter dans vos idées, dans vos opinions. Et donc, vous avez l'impression, encore une fois, de faire un travail exceptionnel.
Pour contrer tout ça, effectivement, il faut lui demander, il faut faire un prompt un petit peu pour lui dire, en fait, je veux que tu me contredises, que tu puisses analyser les points faibles. Je ne veux pas avoir absolument raison. Je veux que tu ailles dans ce sens-là. Donc c'est un prompt un petit peu changeant, un petit peu dur, mais justement pour que la Gen AI ne soit pas forcément orientée dans le sens que vous attendez, mais justement comme un sparring partner qui va vous challenger, qui va vous faire grandir, qui va vous permettre d'aller plus loin. Et c'est aussi toute la force de l'AI d'aller un petit peu au-delà de la première réponse, mais d'être capable de le challenger. Et ça pose la question aussi de l'esprit critique, qui est un élément indispensable aujourd'hui. Et même en tant qu'utilisateur, alors même si c'est récent, je me fais encore avoir des fois en me disant le résultat qui a été donné ici est vraiment pertinent. Quand je creuse un peu, ou parfois je compare les résultats des modèles, je me dis lui il est mieux fait que l'autre, le résultat est plus intéressant. Finalement la première réponse n'était pas si bonne que ça. Donc c'est toute la difficulté d'avoir des réponses générées en quelques secondes, parfois même moins que ça, et d'être capable de quand même de prendre des bonnes décisions. Benjamin, la clé, c'est du coup de ne pas utiliser l'IA en disant « fais à ma place », mais plutôt de l'utiliser, on le disait, comme un sparring partner. Tout à fait. Un principe un peu que je donne à mes élèves ou à mes apprenants ou quand j'interviens en conférence, c'est pour simplifier 3 C. C'est complete for me, donc fais à ma place. Ça, c'est, on va dire, le réflexe, parce que c'est vrai que ça fait envie. On a envie, effectivement, de pouvoir avoir une machine qui fait à notre place en une demi-seconde un truc qui nous aurait pris 1 heure. Le deuxième, c'est ce dont Mathias vient de parler à l'instant, c'est plus le coach me, que je trouve extrêmement intéressant, mais vous voyez que tout de suite la question devient différente, c'est aide-moi à réfléchir. Et puis enfin, le troisième C, c'est challenge me. Et donc là, en l'occurrence, on est plutôt sur j'ai fait un travail seul ou avec l'IA. Donc aide-moi à prendre du recul sur ce travail et à aller plus loin. À partir du moment où déjà, donc là je reviens aux managers, mais pour eux-mêmes et pour leurs collaborateurs, à partir du moment où on commence à poser à minima ça, ce qui est pas très compliqué, mais comme une baseline, une base de travail et une façon de travailler qui est minimale avec l'IA, on commence déjà à poser une base pour prendre du recul, et c'est ça qui est fondamental. Donc je pense que il y a comme ça un certain nombre de réflexes que les organisations vont devoir acquérir, et c'est les managers pour le coup qui sont vraiment idéalement placés pour pousser ces nouvelles méthodes de travail et ces nouveaux modes de réflexion. Je rebondis là-dessus, parce que ça me fait penser effectivement, encore une fois, au use case de Schneider Electric, où le responsable de l'IA de Schneider Electric me confiait que finalement, leur utilisation de la Gen AI, de par la façon dont la Gen AI fonctionne, savait que le résultat serait pas 100% juste. En revanche, ça permet effectivement de générer jusqu'à 80%, entre guillemets, selon leur méthode, de résultats cohérents et justes. Et ça, pour eux, c'était une excellente base de départ. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on utilise la Gen AI, dans leur cadre, c'est générer une réponse à un appel d'offres de 400 pages. Ça nous permet effectivement de gagner du temps, tout en sachant, tout en gardant à l'esprit cet esprit critique, justement, de se dire, OK, on a quelque chose, repartons de là, sans se dire effectivement que c'est un produit fini, que c'est terminé et on peut envoyer à quelqu'un pour validation ou autre. Avoir un bon esprit critique, ça peut parfois paraître un peu théorique. Concrètement, comment on fait pour le développer, cet esprit critique face à l'IA ? Pour le coup, la première chose, c'est vraiment juste de savoir dire non, tout simplement. C'est une question effectivement que j'aime bien poser. C'est dans vos équipes, c'est effectivement est-ce qu'aujourd'hui les gens vous les voyez prendre du recul ou vous observez la phrase qui moi me fait tiquer un peu à chaque fois, qui est l'IA m'a dit que. Et alors là, pour le coup, quand on est là-dedans, clairement, voilà, il faut avoir des conversations, il faut expliquer. Donc je pense qu'il y a vraiment, encore une fois, des choses qu'on voit aujourd'hui qui vont évidemment s'aplanir avec le temps. Parce que, encore une fois, vraiment 3 ans à l'échelle. Alors, c'est des outils qui ont vraiment pris d'assaut le monde, quand on voit les courbes de progression de ChatGPT, puis ensuite de Gemini et des autres. Mais voilà, il y a des éléments vraiment, des réflexes à acquérir. Je vous donnais les 3 C, le fait de savoir dire non. Encore une fois, pour prendre l'exemple du stagiaire, ou ce que disait Mathias, vous ne prendriez pas le travail de votre stagiaire sans le relire et pour l'envoyer à votre boss. Bon, l'IA, c'est exactement la même chose. Si vous êtes aujourd'hui dans une démarche autre, vous êtes peut-être au moins en partie dans l'erreur ou en tout cas dans un manque de recul. Comment on travaille l'esprit critique ? Encore une fois, je pense que c'est l'habitude, c'est l'entraînement, c'est savoir un moment. Alors, il faut avoir cette approche, ce recul, être capable de se dire ça, c'est peut-être pas si bien que ça. Alors,
moi aujourd'hui, ce que je fais et ça crée des nouveaux problèmes. C'est-à-dire que j'ai tendance effectivement à interroger plusieurs modèles sur une même tâche et à me dire, ok, lui me dit ça, ok, ça c'est pertinent. Et parfois, j'en fais une synthèse pour essayer d'avoir le meilleur de l'ensemble des modèles que j'utilise. Je sais pas si c'est la bonne approche. En tout cas, c'est celle que j'utilise plus ou moins en ce moment parce que j'ai accès à ces outils-là, mais toujours en ayant à l'esprit. Alors encore une fois, moi je suis manager, j'ai 20 ans d'expérience, donc j'ai cette capacité. Je pense avoir cette capacité de recul et d'esprit critique, même si parfois, ça reste difficile. Je sais pas s'il y a de recettes magiques. J'aimerais bien avoir une recette magique. Je vous ai donné l'exemple du prompt un petit peu pour challenger les réponses et avoir des résultats moins biaisés. Mais je pense qu'on est encore en phase d'apprentissage pour savoir exactement comment faire. Après, vous avez des outils, pas mal on parlait de Gemini, ou il y en a d'autres, qui vous permettent finalement de définir en amont un petit peu les options. ChatGPT vous permet de définir un peu la tonalité des réponses que vous voulez obtenir. Donc, à vous de vouloir avoir en face la vérité vraie, si je puis dire, et pas la vérité que GenAI va générer pour vous faire plaisir. À l'échelle d'une entreprise, Benjamin, vous avez la conviction que la meilleure bonne pratique, c'est d'avoir une utilisation coordonnée de manière collective, mais concrètement, comment on met ça en place dans une entreprise ? Alors, il y a plusieurs leviers à adopter. Mathias en a déjà listé 2, qui sont le fait qu'il y ait des choses qui viennent d'en haut, donc l'implication du top management. Alors là-dessus, par contre, j'insiste, il s'agit pas juste d'avoir 20 minutes de training pour le COMEX. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Ça passe vraiment. Quand on parle d'implication, on parle d'implication. C'est des heures et des heures de travail, de prise en main, de réflexion. Il faut qu'il y ait une volonté. Encore une fois, je reprends le shift du web ou le shift mobile. Mais globalement, encore une fois, on est face à un changement de paradigme qui est... alors c'est toujours difficile de comparer les technologies, mais pour volontairement grossir le trait, si on était à l'époque de l'émergence de l'électricité, je pense que les patrons d'entreprises à l'époque se disaient pas « ouais, on verra, c'est pas sûr ». Non, concrètement, il faut s'impliquer. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est... Mathias parlait des champions. Très bien, avoir des relais, avoir des personnes qui maîtrisent. Je pense que il est critique d'avoir un autre levier d'action qui est donc là directement lié aux managers et à leurs équipes, qui est le fait d'avoir des groupes de réflexion indépendants, donc d'avoir en fait du bottom-up. Il s'agit pas de forcément y passer des jours, la moitié de sa semaine en permanence. Il s'agit plutôt effectivement d'avoir ces temps de réflexion et ces temps de grenouillage ou de test pour voir ce qu'on arrive à faire, essayer des choses et, comme le rappelait Mathias, apprendre. Il y a vraiment un moment d'apprentissage et donc ça a un coût, on va pas se mentir. Donc ça veut dire aussi dire qu'on accepte le fait que les ROI soient pas immédiats. Et ça, c'est vrai que c'est dur à entendre, effectivement, parce que la culture managériale, elle a tendance à pousser au ROI immédiat. Et donc, toutes les divisions n'ont pas, en fait, cette incentive à avoir des ROI plus long-termistes. Or là, c'est évidemment le cas. Et je pense que l'autre levier pour faire ça, en plus du temps et de la culture, c'est évidemment les outils. Comme on l'a dit, en fait, il suffit pas de donner copilote. Il y a peut-être d'autres outils à proposer. Il y a beaucoup de choses open source qui sont extrêmement intéressantes. Il y a aussi des outils payants sur étagère. Là, c'est à l'entreprise de faire des choix, mais encore une fois, on est sur un investissement de long terme. Donc, ça doit venir du top management, mais ça doit aussi venir des managers qui prennent le temps d'apprendre, de tester, et puis ensuite peut-être d'aller voir leur top management en disant, nous, on a vu tel et tel outils, on aimerait les utiliser. Aujourd'hui, ça ne rentre pas dans notre parc IT. Comment est-ce qu'on trouve une solution ? Quels seraient les risques si chacun reste avec une utilisation de l'IA dans son coin ? Alors c'est un phénomène Shadow AI, effectivement, c'est l'utilisation de ChatGPT à la place d'un copilote. Alors on cite souvent copilote effectivement comme outil d'AI un peu limité dans la version gratuite, mais c'est souvent ce que proposent les entreprises. Le risque il est multiple, c'est-à-dire que déjà vous avez des données de l'entreprise qui sont utilisées et qui potentiellement sortent de l'entreprise. Si vous faites un rapport avec des données financières de l'entreprise dans un outil entre guillemets ouvert, où vous n'avez pas dit à l'outil ces données doivent rester chez moi parce que vous êtes sur un modèle entre guillemets gratuit, vous avez les risques que ces données soient ressorties à un moment donné lors d'une autre requête chez un utilisateur qui n'a rien à voir avec cette entreprise. Donc c'est un vrai risque. Et puis après il y a un risque également au niveau de l'utilisation de façon hétérogène à l'intérieur de l'organisation, c'est-à-dire que vous avez vous créez finalement pas des dysfonctionnements mais des mauvaises habitudes
qui rend plus complexe une utilisation plus homogène et mieux utilisée et plus performante. Donc effectivement, pour rebondir sur ce que disait Benjamin tout à l'heure, les conditions managériales et organisationnelles, elles sont hyper importantes et elles doivent permettre effectivement de définir les règles, de définir les outils, de définir les sets de data pour créer un terrain de jeu. Et cette notion, elle est ultra importante, la notion de terrain de jeu. Je reprends l'expression de bottom-up. Moi, lors des interviews que j'ai pu mener dans le cadre de mon mémoire, par exemple, c'est à chaque fois l'une des conditions majeures de réussite. C'est on vous a donné les clés du camion, à vous de jouer, identifier des use cases, identifier des choses à faire avec ces outils-là, et ça revient effectivement des utilisateurs qui me disent ah bah oui, on a pu faire ça, etc. Et c'est ça qui permet la puissance, j'ai envie de dire, de la GenAI dans le cadre de l'entreprise. Benjamin ? Oui, pour ajouter une chose à ce que Mathias dit, parce que évidemment je suis d'accord avec lui. Quelque chose en fait d'assez critique aussi à comprendre, c'est que évidemment le rôle du manager va être de gérer et d'accompagner ses équipes. Or, ce que j'ai vu par exemple chez un client, c'est un junior qui a traité un document Excel et pour gagner du temps utilise ChatGPT. Or, il y a des données clients dans cet Excel. Clairement, ça va pas du tout. Sauf qu'en fait, du point de vue du junior, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une envie de faire plus vite, de bien faire, de pas perdre du temps à chercher comment fonctionne telle ou telle formule Excel. Et donc, encore une fois, enfin, la problématique dans laquelle on se trouve du coup, c'est que le manager va être dans l'obligation quand même même gentiment, mais taper un peu sur les doigts du junior en lui disant c'est pas OK. Et du coup, on arrive dans quelque chose d'assez dommage, en fait, puisque on a une vraie volonté d'apporter, de la part du junior, d'apporter quelque chose de nouveau et un gain de productivité, cette fois-ci à court terme pour l'entreprise. Or, parce qu'on n'a pas les bons outils en interne, on crée une espèce de conflit d'intérêts, ou comment dire mieux, en tout cas de problématiques qui auraient pu se régler autrement. Benjamin, comment savoir si on est sur la bonne voie dans son entreprise? À quoi on doit faire attention pour se dire « Ah, là, c'est pas mal, on chemine vers le bon ». Alors, je pense qu'on a évoqué déjà pas mal d'indicateurs. Encore une fois, là, je m'adresse aux managers ou aux dirigeants. Prenez le transcript de ce qu'on a évoqué jusqu'ici. Encore une fois, sur l'implication des dirigeants, les champions, les cercles de discussion et de réflexion, les outils, les bons modèles et le type de tâches, etc., etc. Donc déjà, ne serait-ce que si vous prenez ces points-là, posez-vous la question suivante, c'est est-ce qu'on mesure ces choses ou pas? Pour pouvoir prendre une décision, c'est bien d'avoir des éléments quantifiés, quali et quantitatifs, pour pouvoir ensuite prendre une décision éclairée. Donc je dirais que ça, c'est vraiment le niveau 1. Avant de se précipiter, encore une fois, dans un sens ou dans l'autre, moi évidemment, et Mathias aussi, comme vous l'avez compris, on est évidemment partisan de faire beaucoup, de tester, d'apprendre, mais en fonction de votre industrie, peut-être que le choix sera aussi celui-là ou pas, mais il n'empêche que ça doit être un choix. Et donc, pour prendre ce choix, il faut mesurer en première instance. Mathias, si vous nous emmenez un petit peu dans le futur avec votre mémoire sur les équipes hybrides, équipes avec des humains et avec aussi des agents IA, qu'est-ce que vous retenez de votre mémoire, notamment pour les managers? Alors, les équipes hybrides, c'était un peu le concept de base de mon travail de recherche. Et le futur, il est pas si lointain, en fait. C'est-à-dire que même on identifie un petit peu quelques entreprises, notamment aux États-Unis, qui mettent déjà en place ce type d'organisation. Il y a un super document de Microsoft qui s'appelle The Frontier Firms. Donc, c'est un rapport sur le monde du travail qui parle effectivement des équipes hybrides. Et ces équipes hybrides, finalement, elles sont composées effectivement d'humains et d'agents. Et ce qui ressort un petit peu de ces études, c'est qu'elles surperforment, elles sont plus efficaces, elles sont plus rapides. Donc ça semble être la voie à prendre. Après, pour le manager, la mise en place de ces équipes hybrides, elle est pas simple, elle est complexe, et je pense que elle est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que vous intégrez des agents IA au sein de votre équipe. Et la difficulté, ça va être de définir, encore une fois, qui fait quoi. Dans la refonte d'un process, d'un workflow, vous devez prendre en considération effectivement les capacités d'un agent avec son modèle, avec ses bases de données, etc. Comment vous organisez tout ça? Comment vous vérifiez que tout ça fonctionne? Parce que finalement, jusqu'à présent, on a beaucoup dit que l'IA était très forte pour générer des résultats rapides. On a évoqué effectivement un petit peu le fait que parfois, c'est pas si bien que ça. Quand c'est pour rédiger des mails, c'est pas tellement un problème. Quand c'est pour gérer des process entiers d'une entreprise, ça peut poser vraiment des questions. Donc, il y a cette notion effectivement de ce qu'on va appeler human in the loop.
à quel moment vous devez interagir. Vous avez beau mettre en place des process avec un workflow avec différentes étapes, vous allez avoir besoin de vérifier que tout est OK. Et les derniers exemples ont tendance à montrer qu'au bout d'un certain nombre d'interactions, finalement, ce qui est généré est pas si bon que ça. Je parle de Salesforce, qui est le numéro 1 mondial du CRM, qui revient un petit peu en arrière sur la mise en place des agents, où on se rend compte qu'au bout de 8 interactions, souvent les résultats ils sont décevants et l'agent respecte plus les règles. Donc ça pose des vraies questions. On a l'impression de mettre en place une solution parfaite, qui finalement les règles sont pas forcément respectées jusqu'au bout. Donc c'est des points de vigilance aussi pour le manager, pour être en capacité à mener à bien effectivement ces équipes hybrides. Et après il y a un aspect j'ai envie de dire plus psychologique. On a évoqué l'importance de former les équipiers avec la crainte d'être remplacé finalement. Il faut en parler et c'est ce qui se passe beaucoup dans les entreprises aujourd'hui. Est-ce que l'IA va prendre mon job? Et donc, il y a besoin effectivement d'accompagner et de former toujours les personnes pour comprendre un petit peu qui fait quoi, les limites par rapport aux uns et aux autres. Et pour le manager, vous parlez d'un manager orchestrateur, donc encore plus chef d'orchestre qu'aujourd'hui. Oui, parce que effectivement, le fait de pouvoir automatiser permet finalement la réduction de certaines tâches, de les simplifier, en tout cas de donner l'impression qu'elles soient faites rapidement. Et la mise en place finalement d'agents vous oblige en tant que manager à réfléchir à comment j'organise mes process de production. Le qui fait quoi, il est fondamental. Et il y a toujours cette notion d'automatisation versus augmentation. À quel moment je dois automatiser, à quel moment je dois augmenter, entre guillemets, pour que l'équipe fonctionne. Pour moi, c'est toute la réflexion à venir parce que même si aujourd'hui globalement, les études montrent que 8 à 10% ou 12% des entreprises mettent en place des systèmes d'agents sur certains process. On est à peu près persuadé que le nombre d'entreprises utilisant des agents va augmenter dans les années à venir, même si on se rend compte que tout n'est pas parfait. Mais les modèles sont de plus en plus puissants, on apprend de mieux en mieux à les utiliser. Donc, quelque part, je pense qu'effectivement, on va être amené à aller de plus en plus vers ce genre d'équipe hybride. Si vous aviez un dernier conseil pour les managers et les dirigeants qui nous écoutent face à l'IA, qui est un sujet qui va nous occuper, je pense, encore un certain temps, quel serait votre conseil ? Alors, pour en donner un, et ça va rejoindre effectivement plusieurs études là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'études aussi qui vont montrer que, en fait, les projets, entre guillemets, échouent, ou rentrent en pilote, et puis en fait, donc c'est une étude notamment sur laquelle le MIT a intervenu, qui est sortie en juillet-août, qui montre que 95% des projets échouent. Donc il y a beaucoup d'apprentissage là-dedans, donc j'invite les gens à regarder un peu ce qui a été dit, mais notamment un point assez intéressant, c'est, en plus de tout ce qu'on a déjà évoqué, c'est finalement le prisme, ou le focus plutôt, sur lequel on essaie d'utiliser l'IA. Un conseil que je donnerais, c'est n'essayez pas forcément d'aller utiliser l'IA tout de suite, dès le début, sur les tâches critiques et les tâches qui seront front-facing, donc directement avec votre client. Faites-le sur le back-office. Il se trouve que sur le back-office, on passe déjà beaucoup de temps. Donc, il y a beaucoup de gains en temps ou en qualité à créer. Faites-le sur des tâches plutôt unitaires, plutôt pour apprendre. Encore une fois, gardez en tête la métaphore du stagiaire. Et si à un moment, quand vous vous sentez prêt, vous commencez à envisager l'étape d'après, il ne s'agit pas juste de greffer de l'IA dans des process existants, mais d'accepter à un moment peut-être de repenser des process en mettant l'IA aux bons endroits. Se former déjà soi-même. Et se former, encore une fois, ça veut dire tester, rater, recommencer et s'améliorer. Former ses équipes, former son top management, et encore une fois, de façon continue. Les outils qu'on utilise aujourd'hui, encore une fois, dans 6 mois, 1 an, seront tout à fait les mêmes. Donc, c'est important de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre les limites. Et après, ça, c'est peut-être plus personnel, c'est d'être capable, finalement, de ne pas faire que avec l'IA. D'être capable de se définir des moments sans IA. C'est pas simple, hein. J'ai du mal, mais on essaye. En tout cas, de se dire, cette tâche-là, je la fais sans IA, quitte à derrière la faire challenger par de l'IA, mais pas à tout automatiser. Et finalement, à ajouter du sens un petit peu à tout ça, du pourquoi, et pas que du comment, pour que derrière, ça soit plus, j'ai envie de dire, digeste pour soi,
Parce que trop d'IA, en fait, je parle dans mon mémoire des études menées auprès de chauffeurs de taxi londoniens utilisant le GPS. On se rend compte qu'il y a quand même une atrophie du cerveau à force de se laisser guider. C'est très agréable de se laisser guider, de se laisser faire, de se laisser porter avec une IA qui vous dit alors la réponse, tu veux A ou tu veux B? Donc, fais B. Et finalement, il y a des zones du cerveau qui fonctionnent un petit peu moins bien. Donc je pense il faut faire attention à ça et s'octroyer, effectivement, ces moments de pause. C'est comme avec le téléphone, hein, c'est comme avec tous les écrans. Globalement, il faut savoir, à un moment donné, faire des moments, des zones, des pauses, avec ces outils-là. Juste un dernier conseil aussi que j'aurais aimé ajouter, notamment parce qu'on parle aussi beaucoup de la place des juniors et de leur capacité à intégrer l'entreprise. Moi, j'ai même entendu effectivement un avocat spécialisé sur ces sujets qui me disait mais pourquoi est-ce que je prendrais des stagiaires puisque l'IA peut faire ce que je donnerais à des stagiaires. Et la réponse que je lui ai faite, c'est pour moi c'est l'inverse. C'est au contraire, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui dans le domaine de l'IA que en fait, il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour soi-même tester, explorer. Donc, c'est l'intérêt aussi, effectivement, d'avoir des gens qui ont déjà une appétence, hein, souvent, c'est pas systématique, mais souvent. Mais on revient à la question de, créer ce cadre, officialiser le fait que, effectivement, c'est intéressant et ça crée de la valeur pour l'entreprise. Et encore une fois, il y a des choses aujourd'hui des cas limites où, en tout cas, on est au début de ce qu'il devient possible de faire, qui vont pas forcément être visibles, par des gens avec notre niveau d'expérience, mais finalement, en bidouillant, d'une façon ou d'une autre, on va avoir quelqu'un dans une équipe qui va trouver une façon créative et intelligente de régler le sujet. Et il faut que ce soit partagé avec le reste de l'organisation. Donc faites confiance à vos juniors aussi pour tester des choses. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir de faire ce premier épisode avec vous, sans IA qui nous a accompagnés pendant le podcast. Donc c'était aussi notre pause déconnectée. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci. 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 Au revoir. L'atelier des leaders, le podcast de l'exécutive MBA de M Lyon Business School.